Bonjour, je suis Stéphanie Charette, directrice communication à l'Appui pour les proches aidants. Puis on a le privilège aujourd'hui de recevoir le docteur Alain Bestavros, qui est hémato-oncologue au Cité de la Santé à Laval. Bonjour, docteur Bestavros. Bonjour, Stéphanie. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mais je vous amène avec une problématique puis des questions qu'on a souvent parce qu'on a notre ligne Info Aidant, par exemple, ou des gens qui nous écrivent par courriel ou sur nos médias sociaux. Puis, une problématique qu'on voit, c'est que des proches aidants nous contactent pour nous dire « Mon proche refuse de l'aide, refuse de se faire aider pour différentes raisons puis dans différentes situations. » Mais je vous en donne un exemple, puis dites-moi si ça vous arrive puis comment vous réagirez. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui va nous dire on a suggéré un traitement à mon conjoint, mais il veut pas ce traitement-là. C'est pas, il a décidé de faire un choix différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans votre pratique? Puis qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Qu'est-ce qu'on dit à la personne proche aidante qui vit dans cette situation-là? Ça nous arrive. Ça nous arrive. Donc, en oncologie, aujourd'hui, on a beaucoup d'options. Hein? Donc, c'est une bonne chose en soi, c'est une très bonne chose. On a beaucoup d'options. Et parfois, ces options-là vont donner ce que nous on appelle le ratio risque-bénéfice. Là. Donc, au fond, quel bénéfice que j'ai pour le patient en termes de, il va vivre plus longtemps, mais en même temps, est-ce que la qualité de vie va être compromise, à quel point elle va être compromise, etc. Et là, il faut, je pense que la bonne pratique de la médecine, certainement de l'oncologie, c'est d'adapter le traitement au patient, pas juste physiquement. Hein. C'est pas juste que je donne le médicament qui va avec son cancer, tel stade, telle caractéristique, c'est tel médicament. Ça, c'est la partie, je vous dirais, facile. Parce qu'elle est dans des livres, puis je peux la trouver sur l'Internet en quelques minutes. Ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est d'adapter, c'est d'avoir assez d'informations sur la famille, d'outiller le patient et ses proches aidants avec assez d'informations qu'ensemble, le trio, médecin, patient, proche aidant, on prenne le meilleur traitement pour ce patient-là, et j'ajouterai même à ce moment-là. Mon rôle, c'est de laisser la porte ouverte et de dire, on va se revoir dans 2 semaines, dans 1 mois. En oncologie, dans mon domaine, c'est rare qu'il y ait des urgences. C'est rare qu'on est à quelques semaines près. Il y a des spécialités peut-être où on l'est, mais dans la mienne, on a généralement le temps de tous absorber ce qui se passe, que ça cuisine un petit peu dans l'esprit de tout le monde, le patient et sa famille, et ses proches aidants, et qu'on puisse faire une décision un autre jour, quel est le meilleur traitement qu'on va faire. Et même quand le patient s'engage dans un traitement, il me dit, parfait, vous m'avez donné 3 options, observer pour l'instant versus traitement oral versus traitement intraveineux. Okay? Il choisit ce traitement-là. Ensuite, on dit, quand on va se revoir la prochaine fois, on va réévaluer. Je vous sors de l'hôpital, je vous sors de votre cabinet. Une autre chose qu'on se fait dire fréquemment, c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple. Une fille nous appelle, son père est en traitement ou a une maladie, et là, elle doit y prodiguer quelques soins, comme par exemple le laver, des choses comme ça. Mais elle se sent pas à l'aise et son père ne se sent pas à l'aise. Est-ce qu'il y a de l'aide à domicile, par exemple, qui vienne? C'est un peu plus loin de choses, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi à la personne proche aidante puis à l'aider pour l'amener à cheminer dans ce refus d'aide-là qui peut avoir des impacts pour lui, puis aussi pour la personne proche aidante, bien entendu. Tout à fait, on le voit. Puis on peut pas juger ça parce que je pense que je suis le premier à dire que je veux pas que quelqu'un rentre chez moi. donc ça, je le comprends parfaitement. Ça arrive souvent. Souvent dans ces situations-là, mon expérience, c'est que il manque de l'information. Peut-être que l'équipe traitante, incluant moi-même, on l'a pas bien communiqué. Peut-être que le patient n'était pas prêt à l'entendre. Peut-être même que le patient l'a entendu, mais lui-même ou elle-même est en déni. Et le déni peut être des fois volontaire ou involontaire. Hein. Des fois, on ne sait pas nécessairement qu'on est en déni. On refuse la nouvelle que je vais me détériorer et que je vais avoir besoin d'aide dans les prochains mois. Ça peut être ça la vérité selon notre compréhension médicale. On la communique autant que possible, mais en utilisant les bons mots, en utilisant surtout le bon temps. Quand on réalise que notre situation va se détériorer, notre état de santé va se détériorer, on aura besoin d'aide de toutes sortes de personnes autour de nous, peut-être que la raison derrière ce refus-là est davantage un déni de la situation elle-même. Hein? Donc, c'est peut-être ça la cause sous-jacente qu'il faudra travailler. Il n'y a pas moyen de forcer les gens. Ça donne pas des bons résultats. Donc, il faut donner de l'information, supporter, un autre rendez-vous, réexpliquer. Donc, essayer de tranquillement faire cheminer le patient. Essentiellement, essayer de dire que c'est pas parce que vous avez besoin
d'une aide avec le bain que vous avez besoin, que vous n'avez pas dit toute votre autonomie et que vous avez concédé que vous allez... Non, c'est ça que vous avez besoin maintenant pour la sécurité de tous, incluant la vôtre, mais aussi votre proche aidant qui ne sait pas vous donner votre bain. Hein? C'est pas facile de donner le bain à quelqu'un, là. C'est vraiment pas quelqu'un de plus lourd, là, de lourd, là. C'est pas évident. Il y a des trucs, il y a des professionnels qui savent le faire, qui le font. Le CLSC, on a un bon réseau quand même de CLSC qui va à domicile, qui va aider ces gens-là à rester à domicile et leur donner l'aide dont ils ont besoin. Ils vont montrer aux proches aidants comment faire. Une immense source de formation, hein, donc qu'on fait, qu'on le veuille ou pas, là, ça se fait comme ça. Et donc, les proches aidants vont être outillés pour aider leur famille. Donc, laissez le temps. Je pense que c'est un message que moi j'ai retenu, de ne pas forcer un message. Parfois, il y a un décalage. Ce que le médecin comprend, c'est pas ce que la famille, c'est pas ce que le fils comprend, c'est pas ce que la fille comprend, c'est pas ce que le patient comprend. On sait tous où ça s'en va, peut-être. Tout le monde va vous dire on s'en va là, mais on n'est pas tous à la même place sur l'autoroute, OK? Des fois, il faut arrêter puis attendre que l'autre rattrape. Là. On ne pourra pas nécessairement le tirer par la corde. Il faut attendre que tout le monde rattrape. Parfois, il faut donner de l'information pour que les gens soient sur la même longueur d'onde. Fait qu'on on finit jamais d'apprendre, dans le fond. Fait que j'entends aussi qu'il faut fractionner, je pense, la tarte en plusieurs pointes et pas essayer de la manger toute d'un coup parce que déjà, le choc du diagnostic, déjà, tous les éléments qui sont à entrevoir dans les prochains temps et on peut pas tout absorber non plus comme information, comme capacité, puis d'aller au rythme des gens. Je pense que autant la personne proche aidante, son rythme, que la personne aidée, fait qu'il faut attendre tout le monde. J'aime beaucoup l'image que vous faites des chemins qui peuvent être différents pour se rendre au même endroit parce que je pense que tout le monde a la même ambition d'être le mieux pour la personne, pour l'aider, pour le guérir, autant vous que la personne précédente, mais ça se fera pas à la même étape. Hein? Alors, il faut respecter ça. Il faut respecter ça, puis être indulgent envers soi-même puis envers l'aider. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui peuvent aider aussi à cheminer là-dedans? Là, vous avez parlé des soins à domicile, vous avez parlé de ça, mais qui peuvent accompagner quand arrive ce problème-là de refus d'aide ou de refus de soins? Oui, nous, les oncologues, on joue un rôle, mais il y a des infirmières pivots en oncologie. On les appelle les IPO. C'est des infirmières formées, spécialisées, qui font juste du cancer. Et même là-dedans, ils sont sous-spécialisés. Hein. Donc, nous avons des infirmières qui font du cancer du côlon. Nous avons des infirmières qui font du cancer du poumon. Parce que c'est pas la même population, c'est pas les mêmes traitements, c'est pas les mêmes problématiques parfois. Donc, on a des travailleuses sociales, on a des psychologues pour spécialisés dans les patients atteints de cancer. Il y a des nutritionnistes, il y a du CLSC, des liens qu'on fait avec le CLSC, il y a de l'équipe de soins palliatifs quand on est rendu là. Et les soins palliatifs, le mot palliatif est un bien mauvais mot, bien honnêtement, parce que on peut avoir besoin de l'équipe de soins palliatifs qui inclut une infirmière, un médecin, un psychologue, etc. Donc, il y a une équipe de soins palliatifs, mais qu'on n'est pas nécessairement en fin de vie, là. Donc, on peut être, même des fois, des années avant, on a besoin de cette équipe-là, même si on n'est pas nécessairement rendu là. On fait appel à ces gens-là tout en essayant de expliquer aux patients que ce n'est pas parce que on pense que les jours sont comptés. Le mot palliatif n'est pas le mot clé là-dedans. On a besoin de cette aide-là qui peut être même faite à domicile. Donc, oui, on est plusieurs, pour répondre à votre question, on est plusieurs autour du patient. Et un des défis aussi pour nous, c'est que nous, on communique entre nous, hein, pour que le message que nous, on envoie comme équipe traitante soit consistant, soit le même. Donc, on s'efforce, on le fait déjà, je pense, assez bien, mais il y a encore de la place à améliorer la coordination autour du patient, de sorte que nous tous, l'équipe traitante, envoie le même message au patient et à sa famille. Faut aller chercher de l'aide parce que souvent un proche aidant va penser que le médecin a la réponse à sa situation, mais des fois ils disent OK, mais j'ai pas accès à mon médecin, c'est plus difficile des fois de le rejoindre. Je sais qu'il y en a qui sont très accessibles et c'est très bien ici, mais il faut se dire qu'on est une équipe, on est un village en arrière de ça, puis on peut aller accéder à d'autres professionnels qui peuvent nous accompagner dans chacun de ces besoins-là. C'est clairement un travail d'équipe, là. Ça se fait pas tout seul, là. C'est un travail d'équipe, oui. Être proche aidant, c'est un travail d'équipe. Ça aussi. Docteur Bastien-Stavros, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation, puis à la prochaine. Merci, à bientôt.